Salut, c'est Mandrill, nouvel épisode d'Apocadrill consacré à l'initiation, au rite de passage, un combat entre un homme et le ciel, c'est-à-dire un ange, et la mystique, de manière générale. Alors, vous allez me dire, mais comment tu vas de nouveau te sortir avec un tunnel pareil? Attends, tu vas pas commencer par un tunnel quand même, Mandrill. Non, écoute, ce tunnel, il est drôle, toi. Non, il y a une logique, et c'est bien pour ça que je me trouve notamment à l'Institut d'ethnographie de Neuchâtel, là où a d'ailleurs présidé Van Gennep. Alors, Van Gennep, c'est qui? C'est le mec qui, en 1906, balance le concept de rite de passage. Déjà, ça pose le game. Et d'ailleurs, en parlant de poser les choses, en 1914, que Van Gennep organise ici, dans cette maison de maître, le premier congrès d'ethnologie et d'ethnographie. Ça sentira le sapin parce qu'en 1915, il sera viré de la Suisse. On va pas parler de Van Gennep, on va parler de son concept. Les rites de passage. Aïe, ouf. Alors, on parle principalement des rites de passage lors du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et bien sûr, là, le gaucho, il est en PLS, la féministe, elle jubile, parce que c'est, c'est le patriarcat, bien sûr, avec l'usage des enfants, la manipulation, parce qu'effectivement, c'est principalement les garçons qui vont subir des rites, et ce qu'on a appelé donc les rites de passage. Il n'y a pas à dire, dans les sociétés traditionnelles ou dans les sociétés premières, et j'emploie pas le terme primitif, c'est souvent très très impressionnant. Et ça a été, pour le début du XXe siècle, la grosse masturbation cérébrale des anthropologues. C'est-à-dire que qui c'est qui n'avait pas chopé son nouveau petit rite, puis aller le décortiquer avec la grille de Van Gennep, ou Van Gennep, oui, G-E, oui, G, ouais, bon, ça... Moi je dis Van Gennep, et je vous emmerde. Alors, Van Gennep, il va remarquer une constante. Tous ces rites de passage vont être structurés en 3 temps. Donc la première étape, c'est la mise à l'écart des protagonistes qui vont subir le rite. Donc une exclusion si vous préférez. Le deuxième temps, c'est la cérémonie en tant qu'acte magique, acte tribal, musical. C'est ce qu'on appelle la promotion. Et puis finalement, il y a un troisième stade qui est la réintégration qui va marquer l'obtention d'un nouveau statut social, d'un nouvel être. Un être renouvelé, un être qui, étant promu, a passé le stade. Ce qui est très intéressant de noter, et là je vous montre volontairement des images contemporaines avec du sport, de la politique, des médailles d'honneur, mais c'est qu'au final on retrouve à chaque fois ces 3 séquences, et vous pouvez appliquer ça au mariage, à l'enterrement de vie de garçon, ou à n'importe quelle connerie, ou au contraire noblesse que vous voulez. Il y a toujours ces 3 séquences. Alors pour illustrer ces 3 séquençages formulés par Van Gennep, on va partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez le peuple Barouya, qui effectivement est un grand poncif, c'est le truc classique en ethno, c'est carrément même le machin que tu as en examen de première année à mon avis, si mes souvenirs sont bons. Le peuple Barouya, il va mettre en même temps le gaucho en PLS, parce qu'il n'y a pas plus patriarcalo-brutaliste qui sointe des couilles dans son écupénien. Mais en même temps, il y a 2-3 trucs ultra chelous qui vont mettre aussi le droitard et le traditionnaliste un petit peu en position de what the fuck. Ok, c'est parti, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, comment devient-on un homme chez les Barouya? Il y a une grande cathédrale dans l'anthropologie qui s'appelle Maurice Godelier, que je n'aime pas au demeurant pour plein de raisons, mais je ne vais pas les développer aujourd'hui. Pure création urbaine, l'anthropologie qui se noie la plupart du temps dans le mondialisme est la forme spéculative et intellectuelle du gauchisme de salon. Ok, j'arrête, c'est pas
Et lui a effectivement bien sucé l'étui pénien des Barouillas. Si je peux employer cette expression un petit peu fantasque. Ce qu'on peut lui laisser à Godelier, c'est qu'effectivement, il n'a pas fait du tourisme de Club Med, malgré sa dégaine de touriste PNJ lamentable. Bon, c'est aussi l'époque, c'est un peu vintage d'ailleurs. Hein. T'as vu l'avion? Donc, Godelier a passé 7 ans, donc de 1966 à 1973, comme on dit en Suisse. Bon, donc le mec, il a quand même posé sur place. Pour placer rapidement le topo, tu es un homme chez les Barouillas uniquement si tu sais dégommer et fracasser la gueule de ton adversaire. En gros, si tu es un guerrier. Et ça me plaît. Donc les gamins, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le game et puis que le message du Christ, ça marche pas trop chez eux, on va les foutre dès l'âge de 9 ans dans des maisons qu'on va appeler les maisons des hommes. Les Karanga. Qui sont des maisons qui vont les séparer des femmes. Donc du monde féminin, donc de l'enfance, donc de... Tu vois ce que c'est porter une bite? Il faut les porter. Le privilège d'être un homme, bah tu vas voir ce que c'est. Bon, tu vas me dire, Mandry, ouais mais bon, qu'est-ce que c'est un rite avant tout? Parce que tu parles de ça depuis le début. Bon, ben un rite c'est quoi? C'est un élément qui permet à une société de se structurer et de donner des rôles pour chacun, qui vont être respectés et qui vont faire foi. Donc par exemple, dans les rites chez les Barouillas, le rôle de l'homme va définir en même temps le rôle de la femme. C'est-à-dire que l'homme est uniquement le géniteur. Il n'y a pas de procréation chez la femme. En gros, c'est toi qui balances la purée et c'est toi qui fais des enfants. La femme n'est pas du tout considérée comme génitrice et n'est pas considérée comme maternelle. Donc, la femme n'est pas génitrice, elle ne procrée pas. Et au contraire, il y a une métaphore là-bas qui dit que la femme n'est qu'un sac. À défaut des gourgandines parisiennes avec leur sac Louis Vuitton, Gilia l'utérus. Tu n'es qu'un Gilia, un sac. Et ce qui est très drôle, c'est que chez les Barouillas, la femme ne fait rien si ce n'est donc qu'être un sac qui reçoit la semence du Barouillat mâle et c'est le soleil qui va, avec ses rayons en frappant le ventre de la femme, compléter son travail entre guillemets d'insémination et d'enfantement. Comme je l'ai dit avant, les enfants à 9 ans sont séparés du monde des femmes, synonyme du monde de l'enfance, pour se faire, dès l'entrée, défoncer la gueule et déflagrer à coups de flagellation, histoire de montrer un peu comment ça va se passer pour la suite. Alors il y a des pratiques, non pas de gothique dégénéré, gaucho, de piercing, là c'est bien pour faire entrer une résonance, un apprentissage et une soumission. Ce qui pourrait être considéré comme de la barbarie chez un psychologue de salon chantant les mérites de l'enfant roi, est ici exactement à l'inverse. C'est par cette violence, c'est par cette crédibilité concrète de la soumission du protagoniste qu'on peut vraiment entrer dans la première étape de cette accessibilité à l'état d'adulte. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un message qui est venu d'en haut. Faut pas se limiter. Arrêtez. Se faire flageller la gueule et se faire défoncer le nez est un honneur et c'est la première épreuve. Plus tard, vers 12-13 ans, ils peuvent s'habiller, se couvrir le sexe et avoir des flèches. Parce qu'avant le Barouillat gamin, il a une ouverture aux fesses. Il a une ouverture aux fesses, ce qui rappelle son état d'enfant. Quand tu tends à être un adulte, tu peux te parer et te protéger ton postérieur. Ce qui est drôle, c'est que cette nudité donc des fesses est faite aux enfants pour avoir une culpabilité qui est pour les empêcher de côtoyer les filles par honte. Donc c'est l'habillement qui matérialise déjà dans une première forme le changement de statut. À partir de 20 ans, là, il y a une deuxième grosse rupture, c'est que le jeune homme doit quitter la maison des hommes pour se marier avec une femme qu'il n'a pas choisie. Donc ça, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Parce qu'au final, c'est bien plus subtil. Le mariage, il ne faut pas le voir un mariage d'amour. Car chaque homme a l'obligation de se marier et d'avoir des enfants. Chez les Barouillas, ce sont les enfants, et uniquement les enfants, qui rendent stable une famille. Les sentiments et toute la minauderie occidentale romantique n'existe pas chez eux. Les Barouillas ont comme devise d'être un homme situé un guerrier. Or, pour être un guerrier, il faut se séparer des femmes. Ça, vous l'avez compris. Mais maintenant, il faut naître une deuxième fois. Parce que vu que tu es quand même né d'un utérus d'une femme, il faut naître une deuxième fois de manière symbolique, entre hommes. Bon, tu vas me dire, comment faire des garçons sans les femmes? Et là, j'avoue que le droitard
cette société qui lui paraissait un petit peu idyllique, bien brutale, mais ça va plaire à certains, non, il y a des pratiques homosexuelles. Alors, souvenez-vous, je vous avais parlé des parrains, qui étaient ces mecs un petit peu plus âgés, des enfants qui étaient enlevés pour la première fois. Et bien en fait, ces mecs d'à peu près une vingtaine d'années, juste avant que eux-mêmes se barrent pour aller se marier, sont considérés comme purs, car vierges. Donc leur purée va être utilisée sur les enfants. Ah, c'est pas cool ça. Donc en gros, les mecs, ils vont balancer la purée dans la bouche des gamins, et cette fertilisation, selon eux, va permettre aux garçons de pouvoir donner la vie. Et c'est cette pratique qui permet aux garçons de refaire des garçons sans les femmes. C'est hardcore, mais j'avais envie de commencer cet épisode d'Apocadrille par de l'onanismo-buco-pédophile. Ça c'est Godelier, moi je te balance mon concept. Godelier, il a bien expliqué que c'est une façon donc de se débarrasser de tous ces attributs de femme, d'enfant, se débarrasser de toute filiation à la femme, en étant séparé, en étant entre mecs, en buvant en plus de la purée de son grand frère. Enfin, je dis grand frère, c'est pas son frère génétique, vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue symbolique. Et après, une fois que tu as fait ça, et que tu as bien traumatisé le petit, il y a un truc plus cool qui va se passer. C'est que quand tu te maries, par contre, là, retour au patriarcat, il y a la bonne vieille pipe. Eh oui, parce que le mariage barouilla est très ritualisé, et la femme doit obligatoirement, dès la première nuit du mariage, suite au mariage, balancer un petit deep throw à son mari. Et en faisant ça, le fait qu'il soit pompé par sa femme lui interdira par la suite de foutre son zizi dans la bouche des autres enfants, qui permettait à ses enfants d'eux-mêmes être fertiles. Après, une deuxième explication de Godelier, c'est que le sperme du mec chez sa femme va permettre à son lait de devenir masculin. Parce qu'en gros, le bébé, il faut bien qu'il boive du lait de sa mère. Donc, même cet acte maternel est effacé parce que non, si elle donne du lait, c'est parce que le zizi dans la bouche au mariage. Hein? Ça rigole pas chez les barouillards. Donc la conclusion de Godelier, c'est que le lait maternel, c'est du sperme, mais transformé. Putain, c'est tellement anti-LGBT tout ça. Bon, Godelier, il pouvait pas rentrer comme ça en Occident puis dire les gars, j'ai trouvé des gros tarés qui, à part le zizi dans la bouche des enfants, ils sont vraiment méga machistes. Il a approfondi les discussions avec les chefs barouillards et il a compris un truc beaucoup plus subtil. Cette domination masculine ne vient pas de nulle part. En fait, c'est une peur initiale des femmes en sachant qu'elles étaient beaucoup plus fortes avant. Alors je vous explique parce que là on rentre dans la cosmogonie. Et ça, j'adore. À l'origine, dans les mythes, les femmes étaient dotées de pouvoirs, de flûtes et de flèches sacrées. Et avec cette configuration, ça leur assurait une totale supériorité sur les hommes. Mais le problème, c'est que la femme mettait le désordre. Elle avait trop de pouvoir. Du coup, les hommes, ils sont venus là pour mettre de l'ordre avec les rites. Ils ont canalisé la femme là. Donc c'est par les rites qu'ils ont réussi à les canaliser. Les rites servent à contrecarrer le pouvoir supérieur des femmes à la base. Mais elles seraient tentées par les bêtises là, les bêtises. Mais effectivement, les hommes qui dominent les femmes parce qu'ils les craignent, on le voit dans tout ce qui est matriarcat mythologique qui dominait les sociétés. La conclusion c'est quoi ? C'est que bien que la femme, considérée comme supérieure, dans un passé mythique, est en acte et dans le présent complètement matée, quoi. Et puis ça, c'est pas terrible pour la féministe. Oui, mais attends là, c'est pas toi qui dois mettre les zizi quand tu as 20 ans dans le petit enfant là. Ouais, mais bon, on va dire que certains, ça leur plairait. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler de rites de passage dans notre société occidentale si on fait des parallélismes parce qu'il n'en existe plus. L'armée, tout a été bazardé par nos amis gauchos, laïcards. Enfin, ils ont poussé le corps social au bord de la falaise, quoi. Il en reste encore.
le mariage en est un, même si le mariage ne veut plus rien dire, mais il y a encore la séparation des mariés devant la foule, et après la réintégration des mariés avec le riz, enfin oui, même toute proportion gardée, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux, où là il y a encore un peu un rigorisme et puis une discipline qui est un peu l'écho de l'ancien monde, on a le pratiquant qui doit exécuter une série de techniques et qui va donc être isolé du groupe avec une sélection d'un autre qui va l'initier, se retrouver seul après face au sensei, recevoir sa ceinture, si les exécutions et les katas ont été faites, enfin, il reste un peu de ça. Après, ce qui nous intéresse nous, c'est clair que c'est plutôt l'initiation mystique, ésotérique. Le cinéma, bien sûr, était un fer de lance pour donner une iconographie à cet univers du rite de passage, avec les plus connus, Lucas, Star Wars. Généralement, les protagonistes, les acteurs, le héros, doivent se battre contre lui-même. Alors bien sûr, on a une inventivité géniale pour créer des monstres, pour créer des ennemis ou des adversaires complètement... ça commence à venir chelou là. Des adversaires complètement ubuesques. Mais se battre contre soi-même, c'est un concept assez fort. Je fais pas, c'est pas possible. Mais se battre contre soi-même, c'est un concept assez fort. You know what? You're nuts. I don't need to listen to this shit from you. Are all these things coincidences? Après, l'initiation, la vraie, il y en a une dans notre histoire. Nous sommes des halal kitab, hein. Nous sommes des gens du livre, comme disent nos amis arabes. Donc on est censé avoir l'Ancien Testament en commun. On est censé avoir la Torah d'une certaine façon en commun. Donc l'Ancien Testament, il y a un rite, une initiation qui reste très très spéciale, qui a été pour ma part investiguée parce que quand j'étais encore jeune étudiant, non seulement en ethnographie et avant tout en histoire de l'art, et là c'est la claque. C'est une iconographie majestueuse, magistrale, transcendantale. Un homme qui combat avec un ange. Alors moi je pratique le MMA depuis pas mal d'années.
Ça fait peut-être 25 ans que je fais des arts martiaux. Et je n'ai vu des blessures, mais se déboîter la hanche, c'est vraiment hardcore, quoi. Même en grappling, vraiment ultra poussé, où on y va comme des bourrins, se déboîter la hanche, faut vraiment le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire, se déboîter la hanche? Déjà, toute la représentation de Jacob et l'ange est juste magnifique. Il y a une kyrielle de peintres qui ont tenté l'expérience de représenter ce moment ontologique dans l'histoire de l'ancien Israël. Et moi, j'ai essayé de vous donner ce que les livres d'histoire de l'art ne disent pas, qui m'a été conté par une kabbaliste chrétienne que je trouve très pertinente. Pour ce faire, je vous emmène à Paris, à l'église Saint-Sulpice, à la chapelle des Saints-Anges. Là où Eugène Delacroix réalise, à partir de 1850 et achevé en 1851, la lutte de Jacob avec l'ange. Une peinture murale magistrale. La lutte de Jacob est considérée comme l'un des derniers chefs-d'œuvre du peintre. L'Église catholique vénère les anges, êtres spirituels fréquemment mentionnés dans les Écritures saintes et cités dans la liturgie. J'y viendrai dans un spécial apocadrille sur l'angéologie, mais pour faire simple, leur nom signifie messager, angelos. Les chrétiens les connaissent surtout comme les envoyés de Dieu, ce qui fait d'eux, d'une certaine manière, une manifestation de Dieu perceptible aux humains. On les représente souvent avec des ailes qui symbolisent leur caractère immatériel. Bon, j'y reviendrai parce qu'en fait ça vient des Égyptiens, la réanimation d'Osiris avec son aile, enfin bref, c'est super complexe, il y a aussi les Nikkées grecs. Comme j'ai dit, j'y reviendrai. La décoration de la chapelle des anges de l'église Saint-Sulpice a été confiée à Eugène Delacroix en 1849 par la ville de Paris. Il a commencé ici son travail en 1855 et l'a achevé 6 ans plus tard, en 1861. Au lieu des images paisibles que le thème des anges semblait appeler, il a choisi d'illustrer 3 récits de combat convenant mieux à son tempérament. Là, on va se focaliser uniquement sur le combat de Jacob et de l'ange. Alors qu'est-ce que cette peinture ? Au chapitre 32 du livre de la Genèse, au moment où Jacob regagne la Palestine, la terre promise, où vit son grand-père Abraham, quelqu'un lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à la hanche. Et il lui dit, « Lâche-moi. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. » Jacob mit à l'œuvre dans un véritable corps à corps avec Dieu, force sa bénédiction. Il reçoit un nom interprété comme « fort en face de Dieu », porté ensuite par le peuple juif qui sera formé de ses descendants. Dans l'interprétation de Delacroix, l'ange soutient avec sérénité les efforts désordonnés de l'homme qui ne veut pas se soumettre. C'est la traduction de notre combat intérieur, quotidien, où nous devons découvrir que Dieu n'est pas contrainte, mais liberté, et que c'est de nous-mêmes que nous devons triompher. Ça, c'est la version officielle. Alors pour la petite histoire, la symbolique du fait que Jacob boite après cet épisode de cette rixe angélique, ou de ce combat avec cet ange, c'est que d'une certaine façon, il faut comprendre d'une manière cachée que si Jacob boite après le combat d'un ange, c'est qu'il était initié. Et s'il est initié, il a un pied dans l'exotérisme et il a un pied dans l'ésotérisme. Il a accès aux 2 mondes. Mais comme vous le savez, c'est un grand écart. Les grands mystiques généralement se retirent du monde parce que tu ne peux plus réintégrer le principe civique, et les vertus civiques qui sont déployées en ville sont un maigre reflet d'une sagesse appliquée réelle dans un mysticisme. Tout le plan d'Israël, urbain, et civique et politique, reste une parenthèse. D'un point de vue personnel, Jacob boite parce qu'il est maintenant touché par la grâce et touché par une connaissance qui le rend aux yeux des gens boiteux, handicapé. Putain, c'est incroyable. T'as le mec qui parle du TGV là. T'as le mec, je sais pas ce qu'il fout là. Jacob boite parce qu'il est initié. Il a été initié et il va initier. Ce rôle maintenant lui fait changer d'état et il n'est plus sociable comme il pouvait l'être avant. Il est d'une certaine façon handicapé de cette connaissance.
et il va donc boiter. Jacob boite. Voilà. Ça, c'est le petit message caché de ce sublime tableau de Delacroix que je vais de nouveau... Alors, j'ai fait le tour de l'église en l'expliquant, et maintenant je vais retourner le contempler parce que c'est un truc à voir, et c'est gratuit, si jamais. Bon Mandrill, tu nous as montré les rites des Barouillas. Tu as fait un lien avec le cinéma et l'iconographie contemporaine du combat contre soi-même. Tu nous montres un combat d'un patriarche avec un ange. Mais quel est le lien? Souvenez-vous, le langage des oiseaux a une clé. Effectivement, si vous analysez le mot ange, ange, est-ce que Jacob combattrait sa partie divine? Est-ce que Jacob chercherait à travailler contre lui-même? Ma petite marotte de cet épisode? Je vous laisse mettre de vos interprétations. Pour finir cet épisode d'Apocadrille, je ne peux que être ébahi face à l'architecture et au déploiement d'inventivité des culs-de-lampe de l'église de Saint-Sulpice. Alors, qu'est-ce qu'un cul-de-lampe? En architecture, un cul-de-lampe est une console d'encorbellement constituée d'une pierre saillante dont la forme rappelle le dessous d'une lampe d'église, servant à supporter une base de colonne, la retombée d'un arc, des nervures de voûte ou encore d'une statue. Vous notez le cul de lampe en pomme de pin, qui est un symbole bien sûr renvoyant à la glande pinéale. Comme quoi, oui Jean-Robin, le christianisme est complètement rempli et baigné de paganisme. Quel est le rapport entre la pomme de pin, l'architecture sacrée et le troisième œil? Alors sans rentrer dans du boogie-boulga New Age, il n'est pas évident au premier abord, mais laissez-vous guider en gardant que ce qui est le plus important, c'est la quête de lumière, la sincère quête de lumière. Je ne vais pas vous faire un cours sur la pomme de pin et ses récurrences dans l'architecture, dans la papauté, au Vatican, mais prenez déjà du plaisir à les identifier et à garder ça en tête, c'est le cas de le dire. Dans toutes les religions et les cultures, il existe des représentations de la pomme de pin comme un élément à travers lequel on peut parvenir à une vision du ciel. Dans la culture sumérienne et dans ses dieux, dans la culture égyptienne, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la religion chrétienne, la pomme de pin est l'expression de la fécondité et de la puissance vitale, de la permanence de la vie végétative et animale. Elle fut également un attribut de Dionysos ainsi que de Cybèle, déesse de la fécondité, le pin étant la métamorphose d'une nymphe aimée du dieu Pan. Sa forme en spirale est le symbole du développement cyclique. La pomme de pin qui montre clairement les spirales de Fibonacci, 8 dans un sens, 13 dans un autre, 8 et 13 sont deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Lorsque l'on rejoint tous les points par une seule spirale, l'angle entre les deux points consécutifs est l'angle d'or. En elle, il y a émanation, évolution, rotation créationnelle. Cela n'est donc pas pour rien que la pomme de pin porte peu ou prou la même charge symbolique et, par extension, le pin lui-même. Comme dans le labyrinthe, la spirale évolue à partir d'un centre, l'involution étant marquée par le retour au centre. Sans doute parce que le parallélisme pomme de pin spirale évoque la cyclicité du rythme vie-mort à l'infini et met en exergue l'impermanence dans la permanence, l'équilibre dans le déséquilibre. Descartes, à la fois en tant que philosophe et homme de science, se situe à deux niveaux de compréhension du réel. Il fait rentrer la nature dans un cadre mécaniste auquel le corps est soumis et en même temps il soutient un dualisme de l'âme et du corps dans lequel l'âme échappe au déterminisme du corps. L'âme est indivisible, le corps est divisible. L'âme n'est pas étendue, le corps occupe un espace. L'âme est immatérielle, le corps est matériel. Et pourtant, l'âme est unie à toutes les parties du corps conjointement. Descartes pose l'existence d'une petite glande qu'il situe dans le cerveau, je vous le donne en mille, la glande pinéale. Cette dernière joue un rôle de point de jonction entre l'âme et le corps selon lui. Elle permet à l'âme de recevoir les informations sur le monde grâce au corps qui joue le rôle de médiateur, en retour d'agir sur celui-ci en fonction de nouvelles recueillies.
Plus précisément, l'âme et le corps communiquent par l'intermédiaire des esprits animaux. Alors là les gars, c'est la plus grosse plantée que Descartes, je vais pas maintenant m'étaler là-dessus. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a essayé dans son système de poser l'hypothétique existence de la glande pinéale qui nous intéresse. Sa théorie s'effondre sous le regard implacable de la logique. C'est le seul moyen de relier l'âme au corps si l'âme est pure immatérialité et le corps pure matérialité. Allez hop, on fout une espèce de glande, qui est pourtant matérielle, pour essayer de joindre les deux qui sont pourtant impossibles. Ce qui importait pour Descartes était de pouvoir identifier le lieu du moi, conscient de l'émergence de la subjectivité qu'il avait innovée. Descartes était tout content d'avoir posé son petit concept âme-corps, l'âme est une chose qui pense, res cogitans, inétendue et sans partie, le corps est la chose étendue, res extensa, et qui ne pense pas, principalement défini par son étendue, sa forme et son mouvement. Alors il était tout content, mais ce con, il place le siège de l'âme dans le cerveau. Après, on peut quand même lui pardonner, parce que d'une certaine façon, il a essayé, avec sa philosophie, de placer une certaine poésie et une sensibilité ancestrale. Peut-être que simplement la glande pinéale renvoie à Matthieu 6, 22, « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est dans un bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Bien sûr, il ne parle pas de l'œil en tant que les yeux, mais peut-être de l'intérieur de notre tête, de notre âme. Même si le siège de l'âme n'est pas dans le cerveau, large sujet, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas finir cet apocadrille avec une maladresse philosophique. J'aimerais plutôt reprendre ce symbole de la pomme de pin renvoyé à la glande pinéale, qui renverrait d'une façon matérielle peut-être à la syndérèse. La syndérèse, en théologie, est la partie la plus élevée de l'âme. D'autres expressions sont aussi utilisées pour la désigner comme étincelle de l'âme, cime de l'âme, pointe de l'âme ou encore étincelle de conscience. L'existence du concept de la syndérèse va se développer par Jérôme de Stridon, qui va analyser les remords et les regrets de Caïn étant le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Il faut voir que même Caïn a la syndérèse dans son âme. C'est-à-dire que la syndérèse est cette faculté de l'homme de reconnaître de manière infaillible le bien. Tout le monde là, c'est la partie la plus divine de nous, la plus proche de Dieu, car infaillible. Voilà, c'en est fini pour cet épisode. N'oubliez pas de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. À bientôt.